Tous. Merci d'être si nombreux connectés pour ce webinaire Comment recruter des salariés en situation de handicap. Je suis sûre que vous attendez impatiemment la réponse. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, juste vous rappeler un élément important, c'est qu'on aura un échange à l'issue de ce webinaire de questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau dans le chat et on y reviendra à la fin avec Cécile pour tenter d'y répondre et en tout cas de vous apporter un éclairage. Voilà, bienvenue. Alors, on va démarrer. L'objectif aujourd'hui, c'est justement de comprendre comment on peut vous aider, vous, entreprise, à accueillir des personnes en situation de handicap ou à recruter des personnes en situation de handicap. On va tenter de répondre à cette question aujourd'hui. Alors, je suis accompagnée, je ne suis pas toute seule aujourd'hui, vu que Cécile va témoigner d'ici quelques minutes justement de ce qui a pu se passer pour elle. Donc, ça va être un témoignage d'une personne que j'ai eu la chance d'accompagner. Vous comprendrez vite comment et pourquoi. Alors, ça va être un webinaire qui va se dérouler en 5 temps forts. Le premier, c'est vraiment d'aller voir quelle est cette obligation déjà légale qui est imposée par le législateur, de voir justement qu'est-ce que cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, comment vous avez la possibilité d'y répondre. Le témoignage de Cécile, pardon, Audrey étant dans les coulisses, mais du coup, ça m'a échappé, mais Audrey va vous assister, c'est elle qui est en train de vous animer le chat. Et derrière, tout l'intérêt et les enjeux de cette prévention qu'on promeut chez PIDIEL. Alors, l'obligation d'emploi, c'est un grand mot qui, du coup, découle de cette loi du 11 février 2005 et qui impose à toute entreprise privée ou publique, dès qu'elle atteint 20 salariés, d'avoir 6% de salariés reconnus en situation de handicap. Alors, aujourd'hui, pour vous, ça se traduit vraiment par cette déclaration qui a été un petit peu simplifié, on va dire, depuis 2020, même si ça reste encore nébuleux pour beaucoup de personnes qui sont à la paye et qui sont en charge maintenant de saisir cette déclaration en DSN. Et bien sûr, pourquoi? Parce que derrière, le recouvrement maintenant, désormais, depuis 2020, se fait par les URSSAF. Et donc, c'est cette contribution, dès lors que vous n'atteignez pas ces 6%, qui est versée aux URSSAF et qui permet justement de venir alimenter l'AGFIP ou le FIPFP selon qu'on est du secteur privé ou public. Et on va voir dans quelques instants comment cet argent est redistribué parce qu'il ne reste pas dans les caisses du FIP et de l'AGFIP. Alors, le constat en France qu'on fait sur le champ du handicap, c'est que souvent, on a tendance à confondre deux notions et c'est important avant d'évoquer justement cette notion de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de pouvoir éclaircir ces deux notions. Alors, la notion d'invalidité, c'est ce qui est aujourd'hui souvent à l'esprit des gens et qui vient du fait de l'historique lié au Coterep, qui était avant 2005 cet organisme qui gérait les situations les plus lourdes. Et forcément, on a souvent en tête ce mot-là de Coterep et la notion d'invalidité. Mais la notion d'invalidité, il faut le savoir, elle a été créée par la sécurité sociale pour venir indemniser une incapacité partielle, voire totale à travailler. Ça, c'est la notion d'invalidité qui est instruite par la sécurité sociale. Et la notion de handicap, telle qu'elle est définie dans cette loi aussi du 11 février 2005, eh bien, c'est aujourd'hui une situation qui permet justement d'avoir un cadre beaucoup plus large grâce à la définition qui est donnée par le législateur et qui permet de dire aujourd'hui qu'une situation aujourd'hui de handicap au travail, eh bien, dès lors que j'ai un problème de santé qui est durable et qui impacte mon travail, eh bien, je peux être reconnue avec cette reconnaissance administrative qui s'appelle la RQTH, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vous avez la définition et elle est importante parce que c'est celle du 11 février 2005 qui donne ce cadre à cet organisme désormais qui gère du coup l'octroi de ce statut et ce sont les maisons départementales des personnes handicapées aujourd'hui, les MDPH. C'est l'acronyme utilisé qui, parce que ce sont des maisons et elles sont, comme leur nom l'indique, par département, qui vont instruire ces fameux dossiers en fonction de ces fameux 3 critères. Est-ce que j'ai un problème de santé? Oui, non. Est-ce qu'il est durable? Oui, non. Et est-ce qu'il impacte mon travail?
Et donc, c'est là justement qu'ensuite, si on a 3 oui à ces fameuses questions, eh bien, on reçoit chez nous une notification administrative. C'est un document A4 sur lequel il est noté la durée de validité de mon titre et à aucun moment il est évoqué ma pathologie. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est une démarche qui est personnelle, confidentielle, vu qu'à aucun moment il est évoqué justement les tenants et les aboutissants de la pathologie. Par contre, on a la durée de validité et après, c'est au choix de la personne d'en parler ou pas dans l'entreprise. Alors, comment vous, entreprise, vous pouvez y répondre à cette fameuse obligation? Eh bien, on l'a ascétisé dans le titre, vous pouvez recruter. Alors, pourquoi je vais de suite certainement vous décevoir? C'est que recruter, c'est compliqué. En tout cas, à l'externe, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une étude qui a été menée par l'INSEE Rhône-Alpes et qui fait le parallèle entre la population en recherche d'emploi ordinaire et la population en situation de handicap en recherche d'emploi. Et on se rend bien compte, en effet, que la population en situation de handicap en recherche d'emploi, en effet, dépend plus de la réinsertion que de l'insertion, parce qu'on a des personnes avec 2 fois plus représentées, avec des faibles niveaux de qualification et de formation, une moyenne d'âge qui est 3 fois plus élevée, en effet, chez les personnes reconnues en situation de handicap en recherche d'emploi, et surtout des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et donc, c'est pour ça que je dis bien qu'on a beaucoup plus de gens qui dépendent de la réinsertion que de l'insertion, et c'est pour ça que c'est compliqué d'y répondre. Donc là, je vais faire des déçus, mais vous inquiétez pas, il y a des solutions. Alors, l'autre solution qu'on vous propose, c'est de sous-traiter toujours au secteur protégé adapté, mais depuis le 1er janvier 2020, ça a été modifié. Ça ne vient plus dans le calcul de votre taux d'emploi, ça vient en réduction de votre contribution. Donc, vous ne pourrez jamais y répondre à 100% par ce biais-là. Et demander à des salariés de se faire reconnaître, eh bien, c'est pas évident, surtout quand on n'est pas forcément professionnel du sujet. Alors que pourtant, vous avez peut-être au sein de vos équipes des salariés qui vivent avec une situation de handicap. Alors justement, je vais vous faire un petit peu participer. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de la population active qui vit avec un handicap? Et là, je vous invite normalement à répondre au petit sondage qui va apparaître en direct live dans la partie sondage, normalement. Et vous pouvez y répondre directement. Donc, vous avez 3 réponses, on est sympa. On vous a mis sur la piste. Donc, allez-y, participez directement dans l'onglet sondage en bas de la fenêtre de l'événement. Vous avez en effet la possibilité de participer au sondage et au vote. Sinon, dans le chat directement, là, j'ai l'impression que le sondage, est-ce que vous voyez, est-ce que Cécile, vous voyez le sondage apparaître ou pas? Mon sondage. Non, mais ça, c'est les aléas techniques, mais on est habitué, c'est pas un souci. Alors, si vous voulez participer, répondez dans le chat, sinon donnez vos réponses dans le chat, il n'y a aucun souci, spontanément. Quel est ce pourcentage de la population active vivant avec un handicap? Si, bien sûr, ils connaissaient aussi les critères, vu qu'on les a cités tout à l'heure. Allez-y, participez, n'hésitez pas à donner un chiffre. Ah, l'équipe marketing est en train de nous informer. Vous ne voyez pas le sondage, Cécile, apparaître? Là, je le vois, l'onglet sondage maintenant. Ah, et il est en direct? Alors, majoritairement 10%. Oui, alors c'est beaucoup plus en effet que 10%, vu que la réponse, en tout cas, l'info qui nous est donnée par l'OMS, aujourd'hui, c'est un chiffre qui est beaucoup plus important, vu que c'est le chiffre de 30%. 30% de la population active peut en effet être concernée par une situation de handicap de manière temporaire ou permanente. C'est un potentiel, mais il est vraiment là pour les pays dits développés et cette population active entre 15 et 65 ans. Et donc là, on se rend compte qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on le pense à pouvoir être concernés. Et on va voir un petit peu quelles sont les pathologies justement qui peuvent être éligibles à ce statut. Alors, il y a souvent un stéréotype en France qui tombe, c'est la cécité totale avec la canne blanche. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage d'aveugles en France? Pareil, là, vous pouvez répondre directement dans le chat parce qu'on n'a pas prévu forcément le sondage. Répondez si vous avez une idée du pourcentage d'aveugles en France. 15%, c'est pas grave. Mais en tout cas, on était loin de la réalité vu que c'était bien 30. 6%, 1%. Merci pour les participants. Allez-y, on va le faire, j'ai envie de dire, en live. C'est très bien. Ça me fait plaisir parce que je vois des
Mauvaise réponse. Alors attention, hein, c'est pas que je soulève les mauvaises réponses, mais ça me fait plaisir parce que ça veut dire que voilà, j'ai des choses peut-être à vous apprendre. Et en effet, la cécité, c'est 0,3% de personnes concernées. Donc c'est beaucoup moins en effet que ce qu'on imagine. Mais parce que c'est visible, le cerveau a tendance à retenir. Et les personnes pardon, en fauteuil roulant, est-ce que vous avez une idée? Donc là, j'ai vu les pourcentages pour la cécité. C'était souvent au-delà. Est-ce que pour les personnes en fauteuil roulant, vous avez une idée? Anaïs Alix, 1, 2,5, Fadi 5, Loïc 5, 2. Bah, vous me faites très plaisir parce que même je vois, il y a des gens qui ont assisté à nos sensibilisations et qui sont encore loin. En effet, c'est beaucoup moins encore que ça, c'est 0,6%. C'est finalement les deux stéréotypes majeurs en France que là, je viens de vous évoquer, qui sont finalement les deux additionnés beaucoup moins que par exemple la population épileptique en France, beaucoup moins que la population qui est diabétique. Et ce sont des problèmes de santé durables qui impactent le travail. Vous avez également la déficience auditive, 16% de Français, les gens souffrant de migraines, 12%, l'obésité, 17%, l'apnée du sommeil, 4%. Et là, vous allez me dire, mais l'apnée du sommeil, c'est la nuit. Ce n'est pas la journée a priori, mais si, malheureusement, la journée, il peut y avoir des répercussions, même si on est appareillé la nuit pour soulager les effets de l'apnée, ben, malheureusement, la journée, il peut y avoir aussi, après les périodes de repas, des périodes de somnolence où la personne peut avoir besoin de s'isoler pour faire ne serait-ce qu'une petite sieste. Et ça peut complètement changer le cours de son après-midi et être beaucoup plus efficace dans son travail. Les douleurs au dos, 25%, les troubles psychiques. Je reviendrai sur quelques possibilités d'aménagement tout à l'heure. Les troubles 10% de Français concernés. Les allergies, pareil, 25% de Français, l'endométriose, 10% de femmes, et des maladies cardiovasculaires, bien entendu, 6% de Français, et bien d'autres, parce qu'on pourrait y passer la matinée, mais on ne va pas pouvoir déjeuner ensemble. Je suis désolée pour vous, donc je vais réduire forcément le temps sur ces pathologies. Mais oui, là, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de situations qui rentrent dans ce champ-là, et surtout de se dire que finalement, il n'y a pas forcément des situations qui sont irréversibles. Au contraire, on peut prendre en compte ces problématiques, ne serait-ce que par exemple pour les problèmes de dos, d'avoir un fauteuil adapté qui va permettre à la personne d'être dans des meilleures conditions, pardon, ou encore un bureau qui peut alterner la station assise debout. Pour l'endométriose, ça peut être d'avoir justement des horaires aménagés quand il y a des crises qui interviennent, de pouvoir justement être en télétravail ces jours-là, comme pour la migraine ou j'en passe des maladies de l'appareil digestif aussi. Donc là, on se rend bien compte en fait que pour vous, employeurs, il y a des solutions. Oui, il y a des collaborateurs qui portent un problème de santé et en face, il y a des solutions qui vous permettent de prendre en compte leurs problématiques et de pouvoir justement les soulager. Donc ça, c'est quand même le plus important. Alors les ressources en interne, bien sûr, pour pouvoir remplir votre obligation uniquement à l'aide de vos propres salariés, tout simplement, c'est déjà de déconstruire les stéréotypes. Alors là, on vient de poser 2-3 questions qui peut-être ont permis à certains d'entre vous de changer de regard sur ce sujet, mais déjà de faire changer de regard, ça va aider les personnes à prendre conscience que peut-être leur problème de santé s'appelle une situation de handicap. Et derrière, pouvoir vous accompagner sur la mise en œuvre d'une politique handicap qui sera adaptée justement à votre degré de maturité, qu'on pourra justement mesurer grâce à ces échanges qu'on aura avec vos salariés. Et derrière, de proposer pour celles et ceux qui sont concernés justement des accompagnements individuels et confidentiels qui vont leur permettre d'aller au bout du process et de pouvoir obtenir ce fameux titre administratif de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Alors là, je laisse Cécile déjà se présenter parce que tout à l'heure, j'étais pas très polie. Je l'ai vite présentée, mais elle se présentera beaucoup mieux que moi. Et on va pouvoir échanger justement sur l'accompagnement dont elle a pu bénéficier vu qu'elle a fait elle-même son statut de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mais d'abord, Cécile, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Cécile Paco. Je suis chargée de mission expérience client au sein d'un groupe de contractants général dans le bâtiment. Et effectivement, ça va faire 12 ans que je suis au sein de cette société et donc reconnue RQTH depuis à peu près depuis mai 2023. Ouais, vous pouvez nous rappeler, alors du coup, je rappelle quand même à notre auditoire que votre entreprise a fait appel à PDM à l'époque parce que justement, il y avait ce souci de mieux prendre en compte
justement le handicap et de faire une place plus importante à cette prévention de la santé au travail. Et donc, on est intervenu dans l'entreprise de Cécile avec les phases préalables que je vous ai citées, justement, de déconstruction des stéréotypes, d'accompagnement à la mise en œuvre d'une politique handicap. Et donc, Cécile, racontez-nous un peu comment le processus s'est fait, du coup, avec PDM pour arriver à ce statut, justement. Alors en fait, effectivement, on a notre société qui nous a envoyé un mail pour nous expliquer qu'ils souhaitaient effectivement faire un état des lieux sur la perception du handicap au sein de la société. Et on avait 100 personnes de sélectionnées sur 600. On a un groupe de 600 pour justement pouvoir faire un échange avec Céline. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Je faisais partie en fait des salariés qui étaient Du panel. voilà, du panel sélectionné. Et c'est pour ça que j'ai été tout de suite en contact avec Céline suite à on a bloqué en fait un créneau et on a échangé après justement sur la perception de l'handicap. Et ça a fait écho chez moi puisque justement j'ai une maladie qui fait que je ne savais pas que c'était forcément un handicap au travail, même si j'avais effectivement des soucis de santé. Mais voilà, ça m'a permis justement d'aller dans cette voie et de pouvoir faire le dossier ensuite avec Céline. Et qu'est-ce qui vous a, quel a été le déclic finalement parce que cet échange, pour rappeler aussi aux gens qui nous écoutent, c'est un échange très général hein, sur vraiment la déconstruction, et Cécile pourra le dire avec ses mots, hein, c'est vraiment l'idée d'avoir des échanges individuels, mais sur le côté, quel est le sens du handicap pour la personne, qu'est-ce que ça évoque pour elle. Et vous, Cécile, quel a été le déclic au cours de cet échange pour voir que vous-même, votre situation de santé, finalement, s'appelait une situation de handicap? Il y avait, en fait, au début, je me voyais pas forcément dans les personnes avec un handicap, parce que c'est invisible. Donc, quand on me voit, on n'y pense pas forcément. Moi, je le vis au quotidien, mais les gens ne le savent pas forcément. Et le déclic, c'est qu'effectivement, on a une idée préconstruite d'un handicap, donc personne aveugle ou en fauteuil roulant, etc. Et on se met pas forcément dans cette catégorie. Et c'est en discutant avec Céline et justement en déconstruisant un petit peu tous ces stéréotypes que je me suis rendu compte qu'effectivement, voilà, je faisais partie de ces handicaps et qu'il y avait peut-être possibilité de faire quelque chose au sein de mon entreprise pour que je puisse être, on est aussi performant que les autres personnes, même avec un handicap, mais de pouvoir adapter en fait les conditions de travail. Mmh. Et qu'est-ce que ça a changé justement? Alors, au sein de ma société, on a un jour de télétravail par semaine, sachant que moi, je travaille sur Paris et que j'ai 3 heures de trajet minimum par jour, que ça soit en transport ou en voiture. Et ça m'a apporté un jour de télétravail supplémentaire pour pouvoir justement être moins fatiguée au quotidien. Et en cas de crise ou autre, de pouvoir être aussi performante, mais à domicile, et en ayant ce qu'il faut sous la main pour pouvoir me soulager plus facilement que si j'étais au bureau en plein Paris, voilà, avec mes collègues autour, ce qui est pas forcément, enfin, même si moi c'est pas un secret, parce que voilà, j'en ai pas honte et j'en parle assez ouvertement, d'autant plus que ça peut aider d'autres femmes, donc je n'hésite pas. Mais il y a d'autres personnes qui pourraient, que ça pourrait gêner effectivement d'être affaiblie ou peut-être un peu fatiguée devant les autres, quoi. Mmh. Et du coup, cette démarche administrative, comment vous l'avez perçue au départ? Parce que c'est vrai que vous connaissiez pas forcément ce statut. Comment ça a Heureusement que vous été étiez perçu? là, parce que effectivement, quand on voit le dossier, ça peut faire un peu peur, parce que c'est beaucoup de questions, etc. Et puis voilà, ça prend des fois du temps, et du temps, on en manque tous, donc c'est pas toujours évident. Et avec vous, le fait d'avoir une aide sur comment répondre aux questions, savoir qu'est-ce qu'il faut demander à notre médecin traitant, parce que ça demande aussi des documents extérieurs. Et après, le suivi avec vous de ces étapes, etc. J'ai trouvé que ça avait été plutôt très simple et puis très suivi. Ah oui, hein. On lâche pas les gens comme ça. Non, c'était vraiment très, on est très accompagnés. Et puis ça rassure aussi parce que voilà, c'est vrai que dans cette démarche, on n'est jamais sûr. On se demande si on fait pas une erreur ou autre. On peut des fois avoir peur, voilà, du regard des autres ou de notre employeur, hein, d'ailleurs. Donc ça aide aussi à être rassuré et à faire le dossier qui peut effectivement paraître
paraître un peu long ou certaines questions, on ne sait pas vraiment s'il faut y répondre ou pas. Et Céline, elle nous guide. Enfin, c'est Merci, parfait, quoi. C'est Cécile. vraiment, Merci. c'est très Merci aidant, à quoi. vous. C'est vraiment bien. Merci à vous. Et du coup, vous avez senti aussi la différence entre votre entreprise qui a bénéficié, du coup, hein, comme je le disais, de l'accompagnement aussi sur la mise en place de sa politique handicap. Est-ce que vous avez senti un changement aussi de perception suite à ce statut? Est-ce que ça a changé quelque chose sur le regard de vos collègues ou de votre manager pour faire tomber un peu le tabou? Alors sur le regard de l'entreprise, non. Alors après, c'est vrai que j'avais le droit à un jour de télétravail en plus de mes collègues, ce qui est des fois un peu, ça peut paraître particulier. Enfin, ils comprenaient pas forcément. C'est pour ça que moi je suis assez transparente là-dessus. Donc Hmm. ils savent que j'ai un handicap et que j'ai ce télétravail en plus, cette journée de télétravail en plus à cause, enfin, pour cette raison-là. Mhm. Donc voilà. Après le regard. Euh, oui, si, quand on est malade et qu'on ne sait pas ce que l'on a. Enfin, moi, j'ai appris que j'avais cette maladie en 2020, et qu'on ne sait pas que c'est forcément un handicap. C'est vrai que le regard des autres, etc., on en a toujours un peu peur. Et ça a quand même, enfin, c'est bizarre à dire, mais ça a validé ma maladie au regard des autres. C'est-à-dire que Mhm. quand on le sait pas et qu'on dit voilà, je suis pas bien, je sais pas ce que j'ai, bah, c'est Mhm. compliqué parce que on pense des fois, enfin, on peut avoir des collègues qui peuvent se dire bon bah c'est un peu du cinéma ou autre, et ce qui n'est pas le cas. Donc c'est vrai que ça a validé le fait de ma maladie et d'un côté voilà de oui de De prouver faire aux autres. reconnaître. Ouais, de Voilà, c'est reconnaître. Ouais. pas, Mhm. pas vraiment le Et terme, mais voilà. Et si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute peut-être, qui se pose la question même par rapport à lui, pour lui dire, voilà, qu'est-ce que ça serait quoi le conseil pour ce statut? Est-ce que vous auriez une phrase ou Ah, alors une un phrase, je mot? sais pas, mais de le faire. Enfin, comment dire, enfin, moi je regrette pas de l'avoir fait, en tout cas. Hmm. Parce que ça m'aide au quotidien et moi je suis très investie dans ma société. J'ai des déplacements, etc. Donc je suis pas moins performante qu'un autre ou qu'une autre. Juste par moment dans le mois, et voilà, effectivement, il y a des complications et ça peut être gênant, mais mon entreprise l'entend. Je peux Hmm. des fois changer mon jour de télétravail, Hmm. Il y a m'adapter cette souplesse. effectivement. Hmm. Voilà. Et ça, bah, ça permet une confiance au sein de la société aussi, de se sentir reconnu et aussi de s'en sortir plus accepté, etc. Donc, moi, je le conseillerais. Enfin, mon conseil, c'est de le faire. Enfin, je regrette pas de l'avoir fait, en tout cas. Merci en tout cas pour ce beau témoignage, Cécile. Je sais que c'est pas évident d'intervenir comme ça en direct face à un auditoire qu'on ne voit pas en plus. On est entre nous, on a l'impression qu'on fait un repas entre copines, mais non, il y a quand même C'est des ça. gens qui nous écoutent On est peu et loin, qui en fait, sont on Paris, là. interpellés, j'en suis sûre, par ce que vous dites, parce qu'il y a déjà une question et je vais y répondre dans quelques instants, Rachel, sans problème. Mais merci beaucoup, Cécile, pour votre témoignage. Et en effet, De rien. c'est l'objectif, en effet, de cet intérêt de la prévention, c'est d'instaurer chez vous cette démarche gagnant-gagnant qui va permettre, comme pour Cécile, d'offrir de meilleures conditions de travail à vos salariés et de mettre en place ce dialogue bienveillant qui permet de pouvoir parler du sujet sans que ça soit tabou ou compliqué. Et puis, accessoirement, répondre à cette obligation et cette contrainte législative. Et puis, pour vos collaborateurs, surtout, comme pour Cécile, comme elle l'a témoigné très justement, c'est de ne plus porter seul son problème, de se sentir reconnu et de pouvoir bénéficier. Donc là, on n'est pas rentré dans le détail, mais de toutes les mesures qui peuvent justement venir alimenter cette reconnaissance administrative et qui sont en plus de la prise en compte de l'employeur et qui viennent et dans la vie personnelle et professionnelle pouvoir soulager la personne, notamment, j'en cite quelques-uns là, mais c'est l'abondement du compte CPF qui est du coup abondé de 300 euros par an, c'est la mise en place, ne serait-ce que d'outils dans l'entreprise, on l'a vu, d'aménagement, que ce soit organisationnel ou matériel, qui vont soulager la personne avec cette prise en charge partielle de la GFIP du fait que le collaborateur a ce statut administratif et bien d'autres pour la vie personnelle, pour l'aménagement même au domicile ou même pour un aménagement individuel comme des prothèses auditives où il peut y avoir des aides financières en plus versées par la GFIP et c'est ce fameux argent récolté dont on parlait en introduction parmi toutes les contributions qui sont récoltées qu'on va pouvoir redistribuer sous cette forme à travers les aides que je viens d'évoquer notamment et celles aussi pour la recherche d'emploi qui viennent aider les personnes en recherche d'emploi avec ce statut à retrouver un poste plus adapté à leurs problématiques de santé et aussi
de retrouver un emploi plus rapidement. Donc, nous, PDM, vous l'avez compris, on est un cabinet qui est spécialisé sur ce sujet, mais qui n'est pas arrivé par hasard sur ce sujet du handicap, vu que notre histoire est étroitement liée à celle de notre fondateur Pascal, qui à l'époque était DRH, donc il y a du coup plus de 18 ans, d'une entreprise du CAC 40, et lui-même a été victime d'un accident de la vie qui l'a contraint à rester alité pendant 4 ans, 80% de son temps. Et quand il s'est retrouvé licencié pour inaptitude, c'est là que le déclic a été pour lui assez important, une fois le choc digéré, de se dire, mais ce qui m'est arrivé finalement, ça ne doit pas arriver à d'autres salariés. Et c'est là que toute l'idée de PDM, tout cet ADN est venu pour dire, aujourd'hui, il y a des entreprises qui payent une contribution, mais qui pourraient, avec cet argent, peut-être faire quelque chose pour elles-mêmes, accompagner la prévention à l'intérieur même de leur entreprise et leur permettre surtout d'accompagner leurs salariés et puis de pouvoir justement s'engager et atteindre peut-être aussi les résultats que nous avons aussi chez nos clients avec plus de 1500 salariés comme Cécile qui ont été soulagés. J'ai plus de 220 clients qui nous ont fait confiance à travers cette équipe qui n'est pas au complet aujourd'hui. Je représente la team PDM, mais voilà, sachez que si c'est un sujet qui est important pour vous, voilà, nous on sera ravis de pouvoir y répondre déjà. Donc déjà répondre aux questions qui sont dans le chat, c'est la priorité. Donc Rachel pose la question. Est-ce qu'il y a des chiffres aujourd'hui qui permettent d'estimer le nombre de personnes n'ayant pas connaissance de leur handicap? Alors, le chiffre que j'ai évoqué tout à l'heure, sur lesquels vous étiez plus proche des 15 que des 30, c'est déjà ce potentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'OMS estime ce potentiel de personnes vivant avec un handicap à 30%. La réalité en France aujourd'hui, depuis 2021, elle est de 7% de personnes reconnues. Donc, on peut dire qu'il y a 23% de personnes qui ignorent ou qui, là, c'était plutôt le cas de Cécile, le côté ignorance, que sa situation pouvait rentrer dans ce champ-là, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément eu les réponses à leurs questions et ont des craintes qui sont fondées parce que c'est tout l'objectif aussi de ces échanges individuels, c'est de rappeler qu'aujourd'hui, on a un regard un peu biaisé, mais que c'est normal parce qu'en France, il y a toute une histoire liée au handicap qui fait qu'encore, c'est un peu tabou et compliqué. Donc, d'aller lever ces tabous et de rassurer, c'est aussi l'objectif de PDM. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question, Rachel. Donc, on pourrait dire 23%, voire plus, vu que 30%, c'est le chiffre de l'OMS. Et nous, en France, on a une définition encore plus généreuse que celle de l'OMS. Et on peut même être au-delà des 30%. Alors, Anthony, donc ça, je pense que c'est plus Cécile, mais je vais quand même, hormis les échanges avec Céline qui ont permis de prendre conscience de l'intérêt personnel à se faire reconnaître, avez-vous été rassuré et convaincu par la mise en place d'une politique handicap adaptée et bienveillante par votre employeur? Alors, c'est pour vous, Cécile. Je vous répète la question ou c'est bon? Non, c'est bon, je l'ai vu s'afficher. Super. Alors oui, comment dire, moi j'avais été touchée déjà par la démarche de l'entreprise de recevoir ce mail et qu'elle se préoccupe en fait de la perception du handicap en entreprise, parce que c'est touchant, sachant qu'après, alors moi j'avais pas forcément, je savais pas vraiment que c'était un handicap à ce moment-là, mais que la société s'intéresse à ça. J'avais trouvé que c'était vraiment bien. Et après, est-ce que je suis convaincue? Dans mon cas, oui, puisque du coup, j'ai, comme dit auparavant, un jour de télétravail en plus. Et oui, je suis convaincue dans le sens où on a des managers, etc., qui sont très à l'écoute à ce niveau-là. Et ça nous permet. Alors, je n'ai pas d'autres cas dans ma société, connaissance en tout cas, d'autres personnes, parce que c'est confidentiel. Donc après, en échangeant, on peut avoir les informations. Mais en tout cas, dans mon cas, oui, je suis convaincue et rassurée. Même si j'ai eu un petit doute à un moment lors de ma remise, parce que voilà, on a toujours une petite peur, même si on a fait le dossier et qu'on est reconnu. Voilà, on a quand même des fois, on se dit voilà, est-ce que je le remets, est-ce que je le remets pas? Et en fait, oui, on a ce petit doute qui nous passe par la tête, mais après, non, je m'étais dit voilà, je le transmets, c'est fait. Donc, et c'est important ce que vous dites, Cécile, parce que c'est l'exemple aussi, l'exemplarité, sans parler justement de la pathologie, même du statut, de montrer à votre entreprise que ce taux progresse et qu'aujourd'hui, il n'y a pas que vous concernés, parce que demain, vous allez apprendre que vous n'êtes pas 2, mais 4%, voire 7% à avoir fait ce statut au sein de l'entreprise. Ça montre en effet que oui, on est beaucoup plus nombreux qu'on le pense, parce que dans 80% des cas, c'est invisible. Donc, comme vous le disiez, c'est pas marqué sur le front au premier abord. Et puis, il y a cette notion de montrer que, oui, si moi je le fais, que d'autres collègues l'ont fait, c'est que forcément, on est accompagné. Et c'est ça qui est important de ne pas le porter seul, surtout.
Donc, C'est ça, ça. c'est plus tiré sur la corde. Ouais, qu'on a tous et toutes. Là, pour le coup, on est tous concernés. Et Anthony me pose la question, ouais, j'avais posé la question tout à l'heure, mais peut-être voilà, on n'a pas forcément répondu tout à fait. Est-ce que le regard des collègues sur le handicap a changé ou évolué? Euh, de mon côté, je trouve que mes collègues sont plutôt bienveillants. Mhm, Est-ce qu'il a évolué? J'avouerai que je connaissais pas enfin comment dire, leur avis à ce niveau-là. Euh, mhm, mais oui, oui, enfin, ils ont bien compris effectivement que si j'avais un jour de télétravail, c'était qu'il y avait une raison particulière. Ils savent la raison. Ils ont pas, enfin, je pense que le regard change, d'autant plus que c'est un peu particulier, mais quand on me voit dans la vie active, je suis plutôt dynamique, énergique, etc. Plutôt, enfin là, donc je fais vraiment pas partie. Enfin, on se doute vraiment pas que j'ai un handicap à ce niveau-là. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça leur a fait quand même changer le regard dans le sens où un handicap, c'est pas forcément toujours visible, mais c'est bien, il peut y en avoir des invisibles. Et que chez les gens, ça se voit pas forcément. C'est-à-dire que je suis plutôt mhm. souriante et que je suis pas toujours en train de me plaindre ou de faire la tête. Donc forcément, je pense que peut-être à ce niveau-là, moi, j'ai peut-être fait changer, en tout cas sur mes collègues Ça, j'en proches suis de sûre, mon ouais. agence, Mhm, voilà, mhm. ce regard. Ouais, ça, j'en suis sûre parce que ce que vous dites, ben, ça se vérifie dans d'autres situations où justement on voit la personne pétillante, dynamique comme vous, mais on explique bien aux gens que oui, c'est quand même un effort de cacher quand ça va pas. C'est pas parce qu'on est positif et qu'on est quelqu'un d'optimiste que c'est pas un effort quand même de cacher tout ça et qu'il y a des moments où ça soulage de pouvoir le faire en toute discrétion et d'avoir ce télétravail sur ces moments importants. C'est un vrai C'est très important. soulagement parce que Mhm. ouais, non, c'est important. Alors, Rachel vous pose une question aussi, Cécile. Alors, c'est plutôt moi qui vais y répondre. Est-ce que vous êtes la seule à avoir eu le déclic au sein de votre entreprise? Alors, peut-être, voilà, vous disiez à l'instant dans la réponse que non, vous n'aviez pas connaissance d'autres personnes qui avaient fait le statut. Est-ce que cette Alors, intervention a pu aider également d'autres salariés? Céline, je vous coupe, mais si, alors on a eu un, comment dire, un débrief sur les interventions, Oui, etc. Donc on sait à peu près, enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais je sais qu'il y a d'autres collègues qui ouais, ont mais eu. oui. Et moi, je le sais Mais aussi, après, je forcément. ne Alors, sais ça pas reste, voilà, on n'en parle pas forcément entre collègues. bien sûr. J'ai Ouais. Non, non, j'ai mais pas les noms des gens. Voilà. pour répondre à Rachel, donc voilà, en effet, il y a d'autres salariés qui ont pu être accompagnés au sein de cette entreprise et obtenir ce statut, en effet, suite à ces échanges individuels, tout à fait. Et c'est ça, la plus grande fierté de PDM, c'est de se dire que voilà, les gens qui ignoraient ou qui avaient ces fameuses craintes que j'évoquais tout à l'heure, pour qui on a pu rassurer avec l'aide de l'employeur, c'est-à-dire avec vous aussi qui allez vous engager sur le sujet, eh bien, ça permet en effet de déverrouiller les mentalités, d'ouvrir un peu les esprits et puis de rassurer les gens et de les accompagner pour qu'ils soient mieux, comme les Cécile aujourd'hui. Donc, oui, oui, ils ont été plusieurs à faire cette démarche. Alors, il y a Anne qui est en train de taper une question. N'hésitez pas, les autres, si vous avez d'autres questions. Merci en tout cas pour toutes ces questions, Rachel, Anthony, les personnes qui sont intervenues. Alors, bah, du coup, on va arriver à la fin. Donc, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus et qui veulent pas forcément évoquer deux questions là, du coup, sur le chat, bah, n'hésitez pas. Vous avez le QR code qui vous permet d'avoir mes coordonnées ou de faire une photo, si vous le souhaitez, sur votre écran de mes coordonnées pour en savoir plus et voir bah, justement l'accompagnement dont a bénéficié l'entreprise de Cécile. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Donc, s'il y a d'autres questions, ben, n'hésitez pas. On avait jusqu'à écart, mais il est peut-être temps que vos estomacs soient restaurés pour certains, peut-être que ça gargouille. Je ne vais pas vous garder trop longtemps. Vous remercier. Merci Cécile aussi pour De ce rien. témoignage vraiment et de votre confiance aussi, parce que voilà, il y a qui mieux que vous pouviez témoigner. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de salariés parmi les 1500 qu'on a accompagnés qui auraient pu faire ce témoignage, mais c'est pas évident de passer devant la caméra et de laisser ça en direct. Donc chapeau à vous. Merci à tous. Et s'il y a des questions à l'issue. Alors, est-ce que vous avez des taux moyens de conversion des salariés que vous lancez quand vous lancez une mission? La question est mal posée, mais je ne sais pas comment la poser autrement. Oui, tout à fait. Alors en fait, on a depuis 14 ans
ce retour pour répondre à la question d'Anne, c'est qu'aujourd'hui, on sait que lors de ces entretiens qu'on fait de manière individuelle, en effet, il y en a au moins 1 sur 5 qui va aller au bout du process et obtenir ce statut. Et pour 2 tiers de nos clients, cette action leur a permis de dépasser ces fameux 6%. Donc oui, on est très fiers de promouvoir cet ADN chez Pidiem et cette approche unique, parce que c'est vrai que ces échanges individuels, comme l'a dit Cécile indirectement, c'est aussi ce côté en face à face et individuel qui permet de libérer plus facilement aussi la parole. Et oui, Rachel, vous aurez accès au replay. Ouais, là, ce sera le replay. Peut-être pas une présentation, mais le replay de cette intervention du jour. D'autres questions? Merci, Anne. Merci à tous. On laisse les gens petit à petit aller manger. On va clôturer à la fin. Merci. Merci à tous et surtout, voilà, n'hésitez pas, c'est un sujet qui nous concerne tous. Donc, voilà, ne serait-ce que pour vos salariés, pour vous-même aussi. Le numéro, c'est le 06 92 21 97 94. Je vais le remettre ici. N'ayez pas peur, c'est un indicatif qui est dans l'océan Indien, mais c'est normal parce que c'est là que je me trouve. Mais tout le reste de l'équipe est bien proche de Cécile en région parisienne. J'ai juste été la seule expatriée. Pour mon plus grand plaisir, je ne peux pas vous... tout à l'heure, j'ai partagé un fond d'écran qui a fait rêver Cécile et notre collègue Audrey. Mais non, c'est très agréable de pouvoir être avec vous aujourd'hui et de là où je suis. Donc 06 92 21 97 94. Voilà. Merci à tous. On va clôturer dans 1 minute l'événement. Merci pour vos questions, votre participation active et bon appétit à tous et à toutes. Merci beaucoup.